Bienvenue dans ce nouveau numéro de Big Boss, votre rendez-vous mensuel avec le monde économique, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Paul Gérard de l'Écho. Bonjour Marie-Noël, bonjour à toutes et tous, j'y arriverai, et bonjour à vous Alexis Descamps. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Big Boss, vous êtes le patron et fondateur de Farm. Ouais. Une coopérative qui n'a pas toujours été coopérative, on en parlera, mais une coopérative de magasins bio. Ouais. Le bio, c'est parfois une opportunité de business comme une autre. Est-ce que c'est le cas chez vous? Parce que j'ai quand même vu dans votre CV que vous étiez diplômé en sciences de l'environnement, notamment. Ouais. Donc ça vient de loin. Oui, en effet, je suis biologiste, mon associé de l'époque également, donc on avait envie en fait simplement de mettre nos valeurs et les raisons pour lesquelles on avait commencé ces études en pratique, dans une logique entrepreneuriale. On voulait également être notre propre patron. Et évidemment, il faut trouver un secteur qui allie les deux, et donc le monde du bio nous semblait tout à fait correspondre à cette alliance d'opportunités mais de valeurs. Alors pour faire plus ample connaissance, parfois aller dans le bureau d'une personnalité, ça permet de découvrir quelques traits de caractère. C'est la séquence dans le bureau du boss. Le bureau du boss de Farm, c'est ici ou encore ici. Il y a une explication à tout ça ? Plus sérieusement, c'est ici le bureau attitré d'Alexis Descamps. Et comme on peut le voir sur son bureau, lorsqu'il a un petit creux ou une petite soif, il a tout ce qu'il faut sur son bureau. Alors c'est vrai que le bureau n'est pas très grand, mais il y a quand même un espace bibliothèque. On va jeter un coup d'œil sur les lectures du boss de Farm. On voit stratégie, management, méthode de négociation. À se demander si c'est pour se rassurer tout ça. Alors on l'a remarqué, la décoration est plutôt sobre dans le bureau du Big Boss de Farm, mais il y a visiblement un élément qui lui tient à cœur, c'est la mer, avec ce tableau de phare. Le titre est intriguant également, l'enfer de l'enfer. J'espère que pour vous, votre métier, c'est loin de l'être. Alors, c'est l'enfer de travailler chez Farm? Ah non, c'est loin d'être l'enfer. C'est pour me rappeler où il ne faut pas aller, justement. Ah, d'accord. La mer, c'est une passion? Ouais, c'est une passion. Ouais. Depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par ce milieu, la voile. J'ai pas beaucoup le temps, malheureusement, de m'y adonner, vu le travail, mais ouais, c'est une passion. Ouais. Et puis, on l'a vu, là, vous avez plusieurs bureaux. C'est un peu l'idée du coworking, open desk. Ouais. Disons qu'on n'a plus vraiment de bureau attitré. L'idée, c'est qu'on est une jeune entreprise. On doit faire preuve d'une certaine souplesse, un certain degré d'adaptation. Et comme les équipes changent beaucoup, puisque il y a 1 an et demi de ça, on était encore 3. Maintenant, on est 15 au bureau, les magasins se multiplient, il y a beaucoup d'échanges avec les points de vente. Donc voilà, on doit simplement faire preuve de souplesse et de pouvoir, collaborer avec les uns et les autres au moment opportun. Et les bouquins de management, c'est pas innocent, parce que si, comme Paul l'a dit, vous avez fait la biologie, vous avez aussi une casquette de businessman. Oui, c'est un grand mot, mais effectivement, à la fois, pour compléter mon cursus, j'ai fait en cours du soir du management, et forcément, ma profession m'amène à réfléchir un peu sur les façons de gérer l'entreprise. Maintenant, les bouquins sont une base, c'est pas la seule, et on apprend au quotidien au contact des gens. Donc, quand on dit que Farm a été lancé par vous, en fait à la base ça a été lancé par vous êtes cofondateur, il y a deux personnages à la base de Farm. Le deuxième, c'est Baptiste Bataille. Qu'est-ce qu'il est devenu? Parce qu'il n'est pas là à côté de vous sur le plateau. C'est vous maintenant le patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est comme toutes les histoires d'amour, à un moment donné on en vient parfois à se séparer parce que les chemins divergent. On a démarré en fait le Farm, mais avant Farm c'était Depise, c'était notre première activité à la fois de distribution en point de vente, épicerie de détail, et puis les paniers bio qui s'appelait donc Depise, qu'on a lancé en 2009. En 2011 on a rencontré 4 fondateurs avec lesquels on a commencé à travailler conjointement pendant 2 ans pour se retrouver donc à 6 à la création de Farm proprement parlé en 2013. Et donc l'entreprise a grandi, les défis ont changé, les points de vue, les objectifs des uns et des autres changent avec le temps, et voilà, simplement on s'est séparés. Non, certainement pas. Non, pas du tout. Non, c'était toujours une passion. C'est toujours je pense qu'on était tout à fait alignés en termes de valeurs, et on est tout à fait comment dirais-je non, vraiment sur le plan des valeurs on est vraiment alignés. Sur le plan qu'est-ce qui a plus fonctionné sur le plan de l'activité ou de la façon de gérer l'entreprise, on avait des divergences importantes. Donc à un moment donné, on doit prendre à un moment donné des décisions en fonction de la croissance et des défis qu'on juge opportuns à un moment donné. Donc voilà. Vous voulez aller vite, lui voulait aller moins vite, c'est ça? D'aucuns pourraient dire
ça, même si pour moi c'est pas vraiment le cœur du problème, mais on pourrait effectivement dire ça, sachant que c'est vrai, c'est toujours évidemment délicat de trouver la bonne vitesse et le bon degré d'adaptation. Certaines personnes en souffrent, certaines personnes souhaitent aller plus vite, donc c'est toujours une balance qui est délicate à tenir. Et on est tous les jours là-dedans, hein. Je veux dire, pas plus tard que maintenant avec l'ouverture des derniers points de vente, les équipes ont beaucoup souffert de cette pression de travail, de cette quantité de travail, et c'est vrai que c'est pas évident. On va rentrer dans le vif de l'entreprise dans quelques instants, on va encore parler croissance, mais je vous propose d'abord une immersion en coulisses. Comment ça fonctionne? Comment les légumes qui sont dans vos magasins, par exemple, arrivent jusque-là? C'est le portrait de l'entreprise Farm. Il est à peine 9h du matin et l'activité est déjà intense dans les allées de ce potager anderlechtois. On vient faire notre shopping pour le magasin d'Ixelles à Fernand-Coq. Donc on fait le tour du potager, tu nous montres ce qu'on peut ramasser? Très bien, il va y avoir pas mal de choses. Ok, cool. Maraîcher pendant près de 10 ans, Christian Cric met aujourd'hui sa passion pour l'agriculture biologique au service des supermarchés Farm. Tu peux en mettre une caisse? Oui. Christian, c'est important de venir directement chez le producteur pour faire son marché? Oui, pour nous c'est vraiment important parce que c'est ainsi qu'on définit notre démarche, donc c'est pour rapprocher le producteur du consommateur. Donc effectivement, venir ici avec Frédéric ou avec d'autres producteurs, pour nous c'est vraiment quelque chose d'essentiel, oui. Seule exigence de Farm pour entrer dans le circuit, produire bio, durable et ne pas être coté en bourse et encore moins appartenir à des groupes multinationaux. Nous, on ne s'aligne pas sur les gros joueurs du marché des grossistes, c'est clair. On ne peut pas, on a fait quelques tentatives qui n'ont pas marché, donc on tient à nos prix et ils comprennent que certaines choses, on ne va pas baisser, on ne va pas s'aligner sur Interbio, non. Chaque magasin Farm est autonome dans sa prise de commande. Plus que des magasins d'alimentation, l'entreprise fonctionne comme une coopérative. Actuellement, on compte 200 coopérateurs, une majorité de sympathisants, mais aussi des partenaires comme notre agriculteur bruxellois. On est une coopérative nous-mêmes, donc on comprend très bien le jeu de la levée de capital, du partenariat. On fait exactement la même chose à petite échelle. Super! Vous avez vu ça les filles? On a même des fleurs. C'est du choucal violet et vous avez le vert aussi. On enlève les caisses ou pas? Jean-David est l'un des premiers gérants franchisés des supermarchés Farm. Hop là. Donc les salades plutôt à l'intérieur. Hein. Très impliqué dans l'entreprise, il en est devenu le directeur opérationnel. Travailler avec le frais qui représente plus de 15 à 20% de notre chiffre d'affaires, c'est super important d'être toujours le plus frais possible pour le consommateur. Et donc aussi par rapport aux agriculteurs, l'idéal c'est de recevoir de manière quotidienne. Donc on travaille en direct avec des coopératives wallonnes, des agriculteurs comme aujourd'hui avec Verdiris. Et donc quotidiennement on a une réception des fruits et légumes, quotidiennement on trie nos fruits et légumes et tous nos invendus sont aussi de se donner des associations caritatives sur Bruxelles. Mais avant les fruits et légumes, ce qui a le plus de succès, ce sont les produits frais. Le traiteur, la viande et le pain représentent entre 40 et 50% du chiffre d'affaires. Le défi aujourd'hui, que les produits proposés proviennent d'un rayon maximal de 80 km autour du magasin, comme ces lentilles cultivées dans le Brabant wallon. Chaque magasin va travailler entre 30 et 40 producteurs, distributeurs en direct, parce que certains produits, on va aussi les acheter avec d'autres coopératives qui regroupent les produits pour économiser du temps, de l'énergie aux producteurs et surtout être plus écologique dans la manière d'amener les produits jusqu'au point de vente. Actuellement, 100 personnes portent le tablier Farm, dont 14 dédiés au développement de la chaîne. Car l'appétit des fondateurs est grand. Après l'ouverture de 5 magasins à Bruxelles et 1 en Brabant wallon, l'enseigne espère ouvrir 10 supermarchés bio supplémentaires d'ici 2019. Alors voilà, on a entendu dans le reportage et on a vu une image de l'ange bio en bambou. Alors ceux-là, ils ne sont pas du tout produits dans un rayon de 80 km autour d'Ixelles. Donc c'est un argument de vente qui n'est pas un peu galvaudé? Oui. Alors disons qu'on a notre idée, notre positionnement, c'est de permettre au plus grand nombre de venir s'approvisionner chez nous. Donc un des moyens, c'est évidemment qu'ils trouvent tous leurs besoins. Une fois qu'on a permis aux gens de passer la porte de Farm, l'idée c'est de les convaincre d'aller vers une consommation de plus en plus vertueuse. On souhaite leur donner envie, on ne souhaite pas les contraindre. Donc ils font les choix en toute connaissance de cause, en toute liberté. Mais nous avons plutôt à cœur de les sensibiliser aux choix les plus importants. Alors s'il y avait le choix entre des langes plus ou moins locaux, eh bien, on leur proposerait ce choix en leur indiquant le meilleur choix. Mais en l'occurrence déjà, avoir des langes qui sont faits à partir de matières recyclées, je pense que c'est déjà un bon pas pour la planète. Après, si l'on souhaite passer à des langes lavables, on peut le faire, mais il y a une contrainte supplémentaire auquel le consommateur. Mais est-ce que tout ce qui est local, vous le prenez en local? Est-ce que tout ce qui est
trouvable en local, en proximité, vous le prenez. Ou bien vous allez parfois faire des compromis et acheter de l'italien parce que c'est moins cher. Alors c'est très clair, on doit faire un compromis. Et donc c'est pour ça que la transparence est essentielle. Donc il arrive évidemment on a évidemment beaucoup de produits qui viennent d'Italie ou même d'Espagne, parce qu'en tout début de saison, des produits locaux belges, vous allez les trouver parfois à 3 fois le prix et pour une saveur qui n'est pas toujours excellente et qui est quand même sous serre chauffée. Donc finalement, le bilan énergétique, environnemental n'est jamais noir ou blanc, même s'il est ultra local. Par contre, dans l'ultra local, il y a clairement une dimension intéressante, c'est la relocalisation de l'économie, du tissu économique, donc la résilience de la société qui nous intéresse. Donc ce n'est pas uniquement lié aux produits en tant que tels. Par contre, on a des critères assez forts. Disons qu'on exclut tous les produits frais qui, à un moment donné dans l'année, en tout cas, sont produits en Europe, mais ne le seraient qu'à partir d'un moment donné en dehors de l'Europe. Je prends l'exemple des avocats qui sont produits en Espagne toute une partie de l'année. Lorsqu'ils ne le sont plus, eh bien, on n'ira jamais les acheter au Pérou. C'est la même chose pour les pommes. Pour l'instant, vous venez dans nos magasins, il n'y a plus de pommes. Pourquoi ? Parce que on trouve plus de pommes cultivées en Europe aujourd'hui. On est obligé d'aller en Argentine. Vous allez dans d'autres enseignes concurrentes, vous allez trouver des pommes et des poires d'Argentine. Nous refusons ça, et donc nous préférons, saisir cette opportunité pour expliquer aux clients un certain nombre de choix quand même assez forts, tout en laissant quand même une certaine marge de réflexion, des alternatives, etc., pour que le client fasse son propre choix. Vous n'avez pas toujours été en coopérative ? Alors, historiquement, quand on a créé Depies, donc notre premier magasin en 2009, non, nous étions en SPRL, mon associé et moi, jusqu'en 2013, de 2009 à 2013. Mais dès qu'on a créé le projet Farm, très clairement, on s'est mis en coopérative dès le départ. Ça a été une longue discussion, une longue réflexion. Ça change quoi, finalement ? Alors, l'idée, c'est que la coopérative soutienne le projet. En fait, l'idée, c'est que l'ensemble des parties prenantes du tissu économique de l'alimentation durable, depuis le consommateur jusqu'au producteur, en passant par les clients, les collègues, et même les investisseurs ou les sympathisants, les gens qui ont simplement un attrait pour la thématique sans pour autant consommer, puissent se mettre autour de la table et élaborer un projet qui serve ces différentes parties. Alors c'est une vision, c'est un projet, c'est un objectif. Il est encore loin d'être atteint parce qu'aujourd'hui, l'essentiel du soutien financier du projet est réalisé par les fondateurs investisseurs de départ. Mais notre vision, c'est très clairement que les différentes parties prenantes, en ce compris surtout les clients et les producteurs, puissent prendre la main sur le projet et devenir les propriétaires et les bénéficiaires. On en est loin, c'est vrai. Parce qu'il y a coopérative et coopérative. En l'occurrence, si on regarde qui a le gros du capital, qui a apporté la toute grande masse des fonds, parce que vous êtes bien capitalisé pour le business, ce sont des investisseurs professionnels, des noms comme Scale Up, j'étais pas dans les statuts, Adventure, d'Office. Donc ce sont des gens qui ont un historique d'investissement et entrepreneurial, qui sont venus avec plus qu'une petite part à 15 € ou à 10 €. Donc c'est aussi une affaire de business. Il y a un objectif de rentabilité derrière. Alors franchement, il y a un objectif de rentabilité sociétale. Et ça n'exclut pas la rentabilité économique. Mais jamais nous n'avons vendu. D'ailleurs, c'est les personnes que vous venez. Alors, sociétale, on dirait que c'est en opposition. Ouais. Mais aujourd'hui, on est tous conscients qu'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas de l'argent. On est tous conscients des défis auxquels on fait face. Je veux dire, il y a, je pense, plus grand monde, en tout cas dans les villes aujourd'hui, que vous interrogez, qui nie les problèmes sociétaux auxquels on est confronté et qui nie sa propre responsabilité. Aujourd'hui, tout le monde aimerait faire un pas, eh bien, les personnes qu'on vient de citer aujourd'hui, qui sont notamment Scale Up, qui est une entreprise d'investissement à caractère sociétal, donc qui cherche des projets à impact sociétaux, qui cherchent à maximiser ça, sont des personnes comme vous et moi qui décident de faire quelque chose de bien avec leurs moyens, en l'occurrence des moyens financiers, au travers du soutien du projet Farm. Jamais vous ne trouverez à un moment donné un exposé comme quoi on a décidé un rendement de 6%, 8%, jamais. Ce sera le résultat du succès qui fera qu'il y aura du rendement, et on l'espère bien qu'il y aura un résultat. Mais l'idée, c'est que chacun des actionnaires en bénéficie et que tout le monde puisse devenir actionnaire. Et c'est vrai qu'il y a ce delta important entre les actionnaires fondateurs de départ et les autres parties prenantes, mais tous nos projets aujourd'hui, notamment crowdfunding, vont vers un rééquilibrage de ces différentes parties prenantes, parce qu'on est tout à fait conscient qu'à long terme, pas à court terme, mais à long terme, si on veut atteindre ces objectifs de construire un modèle alternatif, ça n'a pas de sens. Oui, si sinon, c'est pas vraiment une coopérative. Tout à fait, mais tout à fait. On va rejeter un petit coup d'œil sur la localisation de vos magasins avec la carte que nos infographistes nous ont gentiment concoctée. Vous avez un grand appétit, vous avez envie d'ouvrir d'ici 2019 encore 10 magasins supplémentaires. Est-ce qu'ils vont continuer à pousser sur Bruxelles et peut-être un peu plus dans le nord? Là, pour l'instant, vous êtes vraiment dans des communes où le pouvoir d'achat est conséquent. Est-ce que c'est un choix? Alors, c'est un choix d'une certaine manière, puisqu'effectivement, là où on est plus ou moins sûr de fonctionner, on s'installe. Maintenant, je ne vous cache pas qu'on n'a pas une batterie de géomarketeurs derrière qui font des études en long, en large. C'est aussi beaucoup de feeling, il n'y a rien à faire. C'est comme ça qu'on s'installe. Le Nord est clairement un lieu où on souhaite s'installer. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que sur Bruxelles, les initiatives pullulent. Et donc, il y a la logique à la fois de la concurrence, s'installer où que ce soit qu'on s'installe maintenant,
on s'installe en concurrence avec un autre point de vente. C'est clair, ça n'existe plus maintenant. Dans une zone de 500 mètres, 1 km, il y en a plusieurs maintenant, même dans le nord. Donc, il y a l'aspect concurrence, donc part de marché, et puis il y a l'aspect concurrence VS, nouveau paradigme de coopération auquel nous sommes sensibles malgré tout. Je veux dire, on a à cœur de proposer un modèle inclusif plutôt que systématiquement concurrentiel où on doit aller se battre pour, je veux dire, on veut un peu changer le monde, donc c'est pas pour rien. Donc on est en grande réflexion par rapport au modèle. C'est pourquoi aussi on veut développer le modèle d'affiliation, qui est un modèle type franchise avec quelques nuances quand même de taille. Mais l'idée, c'est pas de le proposer que pour des nouveaux entrepreneurs. Ce sont également, c'est pour nous, notre vision, c'est un outil pour fédérer les commerçants aujourd'hui avec qui on partage les valeurs. Et il y en a un sacré paquet qui souhaiteraient rejoindre un véhicule solidaire. Donc vous voulez dire mettre l'étiquette farm sur des épiceries bio qui existent déjà, par exemple. Voilà, tout à fait, qui le souhaiteraient en tous les cas. Hein, Vos visées, c'est où? Alors, nous sommes des magasins urbains, parce qu'on pense que l'avenir de la société se trouve en ville, que c'est là que ça innove, que c'est là que les demandes sont les moins... que l'accès direct à une consommation durable est le moins aisé. En milieu rural, les gens ont plus facilement accès en direct aux fermes et on encourage forcément ce type de consommation. Mais donc, toutes les grandes villes, il y a une vingtaine de villes aujourd'hui qu'on target en Belgique, mais on ne s'installera pas partout. Mais il y a une vingtaine de villes qui nous intéressent. Et dans ces villes, si des acteurs aujourd'hui souhaitent éventuellement rejoindre un réseau solidaire dans lequel ils pourraient être acteurs également. Vous lancez un appel en gros là. D'une certaine manière, effectivement. Parce que 2019 c'est demain, donc 10 en 3 ans. Oui. Bon, aujourd'hui on en a ouvert 6 en 3 ans avec le peu d'expérience qu'on avait, donc je veux dire, je pense que c'est tout à fait jouable. Maintenant, s'il faut ralentir, on ralentit. Si finalement le marché ne répond pas, si les gens ne souhaitent pas rejoindre le projet, s'il n'y a plus de place, on ne va pas aller s'y mettre à coup de forceps. Donc vous visez clairement la franchise plus que de créer vous-même de nouveaux magasins. Oui, l'essentiel de notre développement, c'est l'affiliation. Oui, alors la ville et Bruxelles en particulier, ça veut dire la mobilité. Oui. Est-ce que ça ne devient pas un fameux problème de livrer, de s'approvisionner? Finalement, on peut imaginer que ça soit aussi à un moment donné un vrai point de complication dans votre activité. Il faut pouvoir arriver régulièrement et à des heures pas tout à fait folles dans ces points de vente. C'est très clair, la ville a beaucoup de contraintes. Les agriculteurs ne sont pas toujours des plus joyeux de venir en ville, avec les petites rues, les sens uniques, les impasses, les poteaux qui traînent à gauche à droite, le nombre de coups qu'il y a sur les carrosseries, c'est hallucinant. C'est pourquoi, aujourd'hui, grâce à la région bruxelloise, d'ailleurs, on a remporté un subside assez intéressant pour pouvoir mettre en œuvre une plateforme coopérative qui s'adresserait à la fois à nos magasins, mais pas que nos magasins, et pour aller en direct chez les différents producteurs de la ceinture bruxelloise ou le Grand Bruxelles, évidemment, ou les régions attenantes. Parce que oui, on veut faciliter l'accès à ces produits en ville. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'un certain nombre de nos agriculteurs qui livrent en direct nos points de vente, c'est pas leur métier. Ouais. Ils saturent, c'est pas leur métier. Ils ont d'autres valeurs ajoutées que ça. Est-ce que ça risque pas d'avoir un impact sur le prix aussi, du coup? Mais aujourd'hui, le last mile, ce qu'on appelle le last mile, est déjà présent. C'est déjà un coût qui est existant. Il ne s'agit pas, au contraire, il s'agit de le rationaliser au travers d'une centrale logistique éventuellement. On va jeter un petit coup d'œil sur les chiffres de l'entreprise avec vous, Paul. On regarde ce petit tableau et on analyse ensemble. On a glané quelques chiffres, pas très nombreux, faut d'ailleurs le dire. Vous êtes plutôt discret, par exemple, vous nous avez communiqué, bon, c'est aussi la coopérative est récente, elle date de 2016, la croissance du chiffre d'affaires qui est très élevée. Vous n'avez pas chiffré la chose, vous allez nous dire pourquoi, mais disons que ça tourne au-dessus de 15 millions d'euros. On voit que ça a fortement grandi, les années variables, mais quand même toujours des grosses croissances à 2 chiffres. L'effectif aussi a énormément augmenté, on est passé de 19 personnes en 2014 à 113 actuellement, donc c'est quand même un vrai boom. Par contre, au niveau de la rentabilité du projet, on n'y est pas encore. Moins 200 000 euros en 2016, dernière année comptable. Qu'est-ce qui manque encore pour que ça devienne rentable? Eh bien, en fait, moi je ne vois pas, il faut du temps, il faut simplement du temps. Aujourd'hui, nous favorisons la croissance du réseau plus que sa rentabilité. Dès lors qu'on ouvre un nouveau magasin, pendant 1 an, 2 ans, on se retrouve avec un résultat net négatif. C'est tout simplement classique, sauf éventuelle magie ou succès colossal. Mais donc nous sommes tout à fait dans les lignes de notre développement. Il faut juste attendre que notre développement se mature. Et comme je vous l'ai dit, puisque l'affiliation est le next step de notre développement, ce sont des postes, ce sont des zones de coûts moindres, puisqu'il s'agit simplement d'affilier les gens et de bénéficier d'un certain nombre de services qui sont déjà présents dans l'entreprise. Donc la rentabilité, d'ici à mon avis 2018-2019, elle devrait être tout à fait atteinte.
C'est ça. Donc on y va, c'est normal au départ, il faut investir. Le chiffre d'affaires, pourquoi êtes-vous si touchy pourquoi est-ce tellement un problème de nous dire quel est le volume aujourd'hui? Ouais. Parce que c'est une donnée économique relativement importante qui permet effectivement de faire des déductions de marge, etc. et qui fait quand même partie intégrante effectivement de la stratégie d'un distributeur, puisqu'un distributeur aujourd'hui se fait une marge et c'est en maîtrisant sa marge qu'il permet de gagner ou de dégager de la rentabilité qui en termes proportionnels est toujours extrêmement faible. On parle de volume important, mais on parle potentiellement d'un target de résultats de 1, 2, 3% maximum du chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est toujours un peu sensible de donner des chiffres exacts. En tout cas, aujourd'hui, on est relativement prudent parce que le secteur est en plein boom et que voilà, c'est un peu de prudence, tout simplement. Un petit mot sur la politique d'emploi. On a vu que votre personnel est en augmentation. Ouais. Forcément, si vous lancez un appel vers des franchisés, est-ce que ça tombe sous la coupe d'employés pour vous? Alors, Pas du tout. il y a deux types de calculs. On fait le calcul du groupe Farm en incluant les affiliés pour voir finalement la sphère Farm, combien de personnes elle occupe ou elle permet de simplement d'engager. En termes managériels, ils sont très clairs. Il n'y a absolument aucune relation managériale avec les affiliés. Ce sont vraiment des entrepreneurs à part entière qui bénéficient d'une enseigne, d'une force, d'un réseau, de la force de la notoriété, éventuellement de la logistique. Et qu'est-ce que vous demandez à quelqu'un qui rentre chez Farm? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous faites attention? La base, c'est les valeurs, je veux dire, fondamentalement, et c'est pas du tout en 20 mots. On est né sur des valeurs, c'est autour de valeurs qu'on a créé le projet. Les valeurs, c'est quoi? C'est faire bien plus que du bio, c'est faire du bio engagé, c'est donner envie aux gens de goûter à ces produits qui vont un cran plus loin dans la réflexion globale. C'est pas juste un produit qu'on met en bouche, c'est tout un choix que l'on fait quand on mange. Donc vraiment... C'est pas le diplôme qui compte, c'est la passion. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, nous n'avions pas des diplômes de retailer. Aujourd'hui, je pense que quand on regarde les 100 personnes, il n'y a pas un tiers qui vient du monde du retail. Est-ce que vous engagez aussi local? Bien sûr. On a fait les chiffres. 88% de notre personnel vient de Bruxelles, pour les magasins bruxellois. 30% habitent à moins de 3 km. Et l'immense majorité vient en transport en commun. Donc, ouais. On fait attention, c'est-à-dire que les gens postulent proche de leur domicile finalement. Ils sont intéressés à avoir cette espèce de confort d'une certaine manière. Mais vous encouragez ça en tout cas. Je vous propose de jeter un œil sur un article récent d'un journal très chouette que je vous invite à lire. N'hésitez pas à vous abonner, à abonner vos 113 employés. On parle ici de la Ginette, une bière bio produite à Genappe qui vient d'être retirée de vos magasins. Je ne l'ai pas dit ici, mais donc voilà la bière bio Ginette boycottée. Mauvaise raison, réagissent ses fondateurs qui plaident pour une accélération du développement bio. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la Ginette que vous avez beaucoup poussée à un moment donné, produit d'ici, avec estampille bio, tout ce que vous aimez, a été racheté par le brasseur numéro 1 mondial. Je ne connais pas. Non, qui s'appelle ABINDEF. Ouais. Et du coup, c'était plus un produit bio, ou en tout cas, c'était plus bien. C'était pourtant toujours produit ici, toujours aussi bio, toujours aussi, j'imagine, le goût n'a pas changé. Et est-ce que c'est pas un peu radical, ou en tout cas, est-ce que c'est pas comme le disent les fondateurs de la Ginette, que finalement... C'est un mauvais raisonnement. Voilà, de nouveau, les avis ne sont pas obligés de converger. La bière reste tout à fait excellente et on ne critique pas le produit, mais comme j'ai dit, autour d'un produit, il y a une dimension supplémentaire, il y a une couche qui est invisible. Et ce qui aujourd'hui est important pour nous, c'est le caractère, que poursuit l'entreprise qui produit ce produit. Nous avons en cœur de soutenir les entreprises qui sont engagées dans une démarche à valeur ajoutée sur le plan social, économie locale, respect des personnes. Vraiment, il y a toute une dimension importante là-dedans. Et InBev, pour moi, n'a pas besoin de notre soutien pour fonctionner. Je veux dire, on préfère soutenir des initiatives plus locales qui ont besoin vraiment de ce soutien. Et je le répète, on n'a rien contre InBev. Moi, grand bien leur face, et j'ai rien contre le fait que les fondateurs ont vendu la Ginette. Je veux dire, de nouveau, les choix appartiennent à chacun, mais nous n'avons pas à cœur de soutenir ces initiatives-là. Voilà. Je crois qu'ils ont les épaules suffisamment larges chez InBev pour se financer et se développer en dehors de notre réseau. Alors, avec cet exemple-là, on parle de la concurrence. Vous dites... Qui sont vos concurrents aujourd'hui? Parce que là, on a vu le magasin Fernand Coq, il est juste à côté d'un supermarché de l'Aise. Est-ce que là, vous ne vous tirez pas un peu une balle dans le pied? Mais on ne le pense pas en tous les cas. C'est clair que quand on regarde un peu la distribution bio, en tout cas les parts de marché, presque la moitié est distribuée par les grands distributeurs et puis le reste dans les magasins spécialisés ou la vente en direct ou en circuit court. Nous avons l'ambition d'être vraiment à l'interface entre les deux. On souhaite capter la clientèle qui aujourd'hui consomme par facilité du bio lors de ses achats en supermarché classique, parce qu'il y en a quand même beaucoup, je l'ai dit, près de la moitié. Mais on pense qu'il y a un bon nombre d'entre eux qui aujourd'hui font face aux mêmes défis que vous et moi, ont envie de changer, ont envie de faire un pas de plus. Il suffit de passer la porte de nos magasins qui sont effectivement voisins de certaines grandes enseignes et qui viennent découvrir un monde qui va un petit cran plus loin.
Voilà, et qu'ils aient envie, je dirais, d'entamer un parcours de consommation durable avec nous, à nos côtés, et qu'ils puissent toucher à tout ce qu'il y a en amont, qui est difficile de découvrir dans les enseignes classiques. Mais ils vont peut-être se dire, oui, c'est bien, mais c'est plus cher que au magasin à côté, justement, puisqu'on a souvent remarqué, un certain nombre d'études ont été faites là-dessus, que les produits bio des supermarchés étaient moins chers que les produits bio dans les magasins dédiés. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique qui est quand même assez régulière? Tout à fait, c'est assez régulier. On ne compare pas les pommes et les poires. Je veux dire, et c'est pas bateau. Quand on compare un produit, quand on fait un panel typiquement de produits, il faut prendre la même marque, le même produit, la même composition, et il faut le comparer. Or, c'est jamais ça qui est fait dans ces études. Par ailleurs, les grands distributeurs ont une grande force, vraiment une grande force, c'est d'adopter des stratégies typiquement de prix qui permettent d'avoir des produits d'appel, d'avoir des mises en avant de produits qui paraissent pas chers, pour que le reste, finalement, passe un petit peu sous silence. On sait tous que le consommateur classique retient, je crois, 7 produits, 8 prix de produits classiques, le reste, il oublie. Voilà, c'est simplement des techniques qui permettent de faire penser que l'ensemble des produits qu'on achète en grande distribution est moins cher. Moi, j'estime qu'on n'est pas plus cher, en tout cas à qualité et produits équivalents. Par contre, c'est vrai que dès qu'on va dans de l'artisanat local ou des produits vraiment produits à petite échelle, le prix payé à la caisse, sans prendre les autres dimensions, les autres externalités du produit, donne le sentiment que c'est plus cher. Mais c'est plus cher, puisqu'on va devoir payer un le prix est plus cher, mais de nouveau, les externalités, tout ce qu'on ne comprend pas que l'on paye, la pollution, les subsides de la PAC envers les grandes industries agricoles, etc. Enfin, tout ça, on ne le perçoit pas, mais on le paye à un autre moment. Évidemment, c'est difficile à faire passer, ça. Alors, j'ai envie de dire oui et non. En fait, finalement, moi, je pourrais vous dire ce que je voudrais, et je serais finalement pas objectif, puisque je suis moi-même, je prêche pour ma chapelle, mais il faut interroger les consommateurs bio. Pourquoi les consommateurs bio, aujourd'hui, font cette démarche? Pourquoi sont-ils prêts à être les soi-disant d'un nom de la farce? Parce qu'ils ne le sont pas. Qui sont aujourd'hui vos réels concurrents? Parce que vous êtes... Les concurrents, ouais. Alors, de nouveau, les réels concurrents, pour nous... Alors, il y a la concurrence de fait, on connaît tous les grandes enseignes, etc. Et on se dit qu'on est concurrents à partir du moment où on ne se marche pas dans les pattes. Non, mais je parle même des petits réseaux de magasins bio. Par exemple, les groupes d'achat solidaires, vous leur faites de l'ombre quelque part. Mais non, pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout la même démarche. Pour moi, c'est sur une espèce de parcours de consommation. Et puis, je veux dire, on a plein de clients qui consomment dans les Gazap, ou à la Ruche qui dit oui, ou dans d'autres magasins d'à côté, parce qu'on ne trouve pas tous les produits dans tous les secteurs. Et parfois, on a un attachement à certains produits de par le caractère, le producteur qu'il y a derrière ou quoi, c'est la démarche qui est vraiment encore plus aboutie. Pour parler des coopératives, tout le monde connaît Biscoop, qui est une super initiative ici en région bruxelloise, mais tout le monde n'est pas prêt simplement à mettre 3 heures de son temps pour pouvoir avoir accès à ces produits-là. Mais je trouve ça génial. Je veux dire, on collabore avec eux, on s'échange des infos. Enfin, moi, je suis ravi de ce genre d'initiative. Et donc, de nouveau, il y a de la place pour tout le monde. On mange pas. Il y a de la place pour plein de monde, pour tout le monde. Il faut être réaliste, il faut y aller pas à pas et de plus en plus prudemment maintenant. Pour moi, le secret, c'est qu'entre acteurs qui partageons les valeurs, il est important de garder le contact pour ne pas qu'on fasse des erreurs et qu'on risque effectivement de se marcher dans les pattes de manière maladroite. Et ça nous est arrivé, très clairement, ça nous est arrivé parce qu'on n'est pas parfait non plus. Mais je crois que le dialogue est le secret. Alexis Descamps, merci beaucoup pour cet entretien. Paul Gérard également. C'est en fait le dernier Big Boss de la saison. Je rappelle que vous retrouvez évidemment cet entretien également en plus long, en plus détaillé encore, dans l'écho de ce week-end. Quant à moi, je vous dis très bel été et à la saison prochaine. Merci. Merci.